Vous savez où on est? À la cité. Aujourd'hui, on va vous parler remparts, Siège. et de meufs ultra badass. Actuellement à la cité de Carcassonne, qui est une ville fortifiée. Et dans l'Aude, Voilà. vous pouvez vous situer un petit peu, il y a Montpellier, il y a Toulouse et puis c'est au milieu. Et je pense que j'étais à l'envers. C'est pas grave. Pas grave. Il faut savoir que la cité de Carcassonne est la plus grande ville fortifiée d'Europe. Elle a 52 tours et 3 km de remparts et elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Elle est encore habitée et plus de 2 millions de visiteurs s'y sont rendus en 2017. Mais là, il n'y a personne, donc on est contente. Dans son enceinte, vous pouvez visiter la basilique Saint-Nazaire, le château Cantal. Vous pouvez aussi vous balader le long des lys et des rues qui sont restées traditionnelles, on va dire. Et dedans, il y a des magasins, vous avez la maison hantée et aussi le musée de l'Inquisition. Pour ce dernier, âme sensible s'abstenir. La cité de Carcassonne est également le théâtre. Le 14 juillet, la cité est également le spectacle d'un des plus beaux feux d'artifice de France, avec environ 700 000 visiteurs. Du coup, si un jour vous venez le voir, prévoyez de quoi camper ou alors une bonne grosse dose de patience, parce que la fin du feu, ça débouche sur un bouchon. C'est des embouteillages. Ça débouche sur des embouteillages un peu relous. Du coup, maintenant, on va vous montrer ça. Voilà. Henri? T'es là? Il est pas là. L'histoire de la cité est bimillénaire. Pour les nuls en vocabulaire, ça veut dire qu'elle a plus de 2000 ans. On sait que le site est occupé depuis au moins 800 avant Jésus-Christ et que l'emplacement actuel de la cité était occupé par les Volsques tectosages. C'est des Gaulois. Des Celtes de Gaule. Des Gaulois, quoi. La région est ensuite conquise par les Romains et devient le chef-lieu. Colonia, Julia, Carcasso. Julia, je sais pas, moi j'ai voulu mettre un petit accent Exotique. Voilà. Là, tour gallo-roumaine. On les reconnaît à leur forme fer à cheval et toit plat. Une des toutes premières tours qui a été construite du coup en fait dans la cité, et vous pouvez remarquer qu'en bas et en haut, c'est pas tout à fait les mêmes pierres, pas tout à fait la même manière de construire. C'est parce que ça a été refait au fil des ans et du coup on voit la délimitation des différentes architectures qui sont passées. Voilà. Au début du 5e siècle, les Visigoths chassés par les Francs d'Aquitaine gardent la Septimanie. La septimanie, c'est pas une maladie, c'est le nom qu'on donne au bas Languedoc. Ils prennent Carcassonne et construiront la première. Ils garderont la cité pendant 3 siècles avant que les Sarrasins ne la leur prennent. En 725. J'ai bien le petit détail. 30 ans plus tard, c'est les Francs conduits par Pépin le Bref qui reprennent la cité aux musulmans. Donc en gros, les Sarrasins, ils ont gardé la cité que 30 ans. Ils ont pas duré longtemps, quoi. Non, non, du tout. C'était très bref. Comme Pépin. C'était nul. Mais ça, non, elle était pas écrite. Bon dans le temps. En 1067, Bernard Anton Trincavel fait prospérer la ville. Le domaine couvre le Gard, l'Hérault, le Tarn et l'Aude. Il me semble, si je me trompe pas. C'est ça. Trincavel lance la construction de la basilique et également du château Cantal. Il fait tout ça pendant qu'une petite religion du doux nom de catharisme pointe le bout de son nez dans le Languedoc. Donc juste derrière moi, vous avez l'entrée des arènes, genre d'arènes. En fait, c'est là qu'ont lieu les concerts du festival de la cité. Hoc, ça s'appelle. Et il parle de tout, comment ça a été créé le canal du Midi, la cité, comment ça a été fait, l'histoire de Dame Carcasse, c'est lumineux, t'as des chevaux, t'as des combats, tout un truc qui dure 1 heure, 1 heure et demie, je crois. Mais j'étais pas au courant. À cette époque, la ville, qui a déjà une première fortification complète, est riche et abrite entre 3000 et 4000 habitants. Il y a des juifs, des catholiques, des musulmans, des cathares. Non, il n'y a pas de musulmans, excusez-moi. Tout le monde est content, tout le monde est traité sur un pied d'égalité, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. C'est moi ou ça sent le bûcher là?
le pape Innocent III, il apprécie pas trop la montée du catharisme. Comprenez qu'il apprécie pas trop que les cathares s'en foutent plein les poches. Il décide donc de lancer la croisade contre les Albigeois. On vous passe les détails, mais en 1209, Raymond Roger Trincavel décide de se rendre en échange de la vie sauve des habitants de sa ville. C'était un gars bien, Raymond Roger Trincavel, sauf que 3 mois plus tard, il meurt. C'est ballot. Certaines sources parlent d'une dysenterie, C'est une infection du côlon. d'autres de l'assassinat. Clairement, il y a une mort un peu plus classe que l'autre. À partir de là, la cité devient un quartier général des troupes de la croisade. L'ambiance dans la cité est pas au top du top, puisqu'on fait la chasse aux cathares, il y a de plus en plus de dénonciations, on fait la chasse aux... Oui, c'est ça. Oui, j'allais dire on fait la chasse aux sorcières aussi, mais il y a des bûchers, tout ça. C'est sympa quoi. Et en plus à ce moment-là, on instaure un truc plutôt cool. L'Inquisition. D'ailleurs, vous pouvez encore visiter la maison de l'Inquisition dans la cité. C'est maintenant un musée de l'Inquisition avec des trucs vachement sympas et mignons comme des objets de torture et des vidéos explicatives. Spoiler de la maison hantée, l'arbre qui se trouve quelque part derrière moi bouge quand vous passez à côté. Voilà. Donc si vous y allez, attendez-vous à ce qu'il se déplace tout seul. En 1355, pendant la guerre de 100 ans, Contre l'Angleterre. le prince noir ose pas s'attaquer à la citadelle, mais il ravage quand même la ville basse, manière pour la forme, faire bonne figure. C'est ça. Je veux dire, j'ai au moins cassé un truc. Au 15e siècle, c'est un petit peu plus mouvementé. La peste décime les habitants, la cité devient prison d'État, et en plus, le protestantisme débarque à Carcassonne. Et ça va faire plaisir aux catholiques. Et là, c'est le drame parce que la ville basse décide de prendre parti pour les protestants, tandis que la cité reste fidèle aux catholiques. Ça se chamaille un petit peu pendant 2 ans, on détruit des faubourgs, on incendie des quartiers. Le truc typique quand on n'est pas content. C'est en 1659 qu'on signe le traité des Pyrénées. C'est un traité de paix entre la France et l'Espagne. Du coup, la cité de Carcassonne, elle perd un peu de son utilité. Il n'y a plus besoin de... Protéger la frontière. Merci. Les riches se barrent de la cité qui se dégrade rapidement au profit de la ville basse qui elle se développe grâce à l'industrie drapière. Sous l'Ancien Régime, puis sous la Révolution... Et j'ai des bugs de mon cerveau. Sous l'Ancien Régime, puis sous la Révolution, la cité ne sert plus que d'entrepôt d'armes et de vivres. Elle sera ensuite rayée des places de guerre et abandonnée. La ville haute, donc comprenait la cité, perd son autonomie et devient simplement un quartier de Carcassonne. Le château comtal est transformé en prison et l'armée est alors prête à céder la cité aux démolisseurs et aux récupérateurs de pierre. À cette époque-là, les lys de la cité deviennent un peu malfamés. Donc avant qu'ils entament la reconstruction, quand elle était un petit peu à l'abandon, la cité, il y avait des gens qui vivaient dans les lys en fait. Il y avait plein de maisons qui étaient construites ici dans les lys. Voilà. C'était très pauvre. C'était des taudis en fait qu'il y avait là. Ça squatte, on construit des habitations Insalubres. voilà, de fortune. Mais voilà, là il y a un mec qui arrive, il s'appelle Prosper Mérimée. Il est écrivain et inspecteur pour les monuments historiques et en fait en visitant la cité il tombe amoureux. Il tombe amoureux du monument, Oui, voilà. de la cité. Il a pas le coup de foudre pour une meuf, on s'en bat les couilles de sa vie amoureuse. Du coup on charge Eugène Viollet-le-Duc d'étudier la restauration de la cité. En plus de celle de l'église Saint-Nazaire. Napoléon III, un gars sûr, approuve... Napoléon III approuve le projet de restauration et on commence les travaux en 1855. C'est en 1913, soit 58 ans plus tard, qu'on considère les travaux terminés. Il faut savoir que cette restauration fait assez polémique vis-à-vis des historiens mais également des autres inspecteurs des monuments historiques, car on considère qu'il y a quelques Erreurs de restauration. Voilà. Par exemple, il y a des fenêtres et des portes qui sont mal reconstituées. Et puis j'ai d'autres exemples, mais je vais les lire d'abord. Mauvaise reconstitution des portes et fenêtres des tours wisigothes. Le pont-levis à l'entrée de la porte narbonnaise. Mais le choix qui fait vraiment polémique et qui est le plus critiqué, ce sont les toitures. Qui s'est un petit peu fait un kiff et il a fait des toits en ardoise et en pic, alors que... Conique, pas en pic. Mais c'est pareil, continue, enchaîne. Moi je fais pour les gens qui n'ont pas de vocabulaire. Là. Ok. Alors qu'à cette époque, les toits dans le sud, ils sont plutôt en tuiles romanes et plats. Viollet-le-Duc il est habitué à restaurer les châteaux du nord de la France, donc ça peut être la cause. La seconde raison que Viollet-le-Duc a avancée, c'est que lors de la croisade des Albigeois et donc la prise du château par des chevaliers du nord, ils auraient modifié les plans et la cité en fonction de ce dont ils étaient habitués, et donc des toits en ardoise. Et il justifie ça par le fait qu'il ait trouvé justement des restes d'ardoise pendant qu'il faisait la reconstruction. Dernièrement, vous avez l'hôtel de la Cité, qui est l'hôtel le plus réputé de la Cité. Mais voilà, du coup, c'est cet hôtel et qui coûte la peau des fesses un peu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cette dame.
Ce qui nous intéresse vraiment à Carcassonne, c'est la légende de Dame Carcasse. La légende prend place au 8e siècle quand la cité était aux mains des Sarrasins et elle donnerait une explication sur l'origine du nom Carcassonne. Dame Carcasse et son mari le prince Balac menaient une vie tranquillou pépère dans la cité. À cette époque, Charlemagne y voyait pas d'un très bon œil le fait que les Sarrasins soient sur son royaume de France. Donc il décide d'aller les déloger. Balac sort pour aller combattre Charlemagne avec ses chevaliers, sauf qu'il se fait salement buter par une flèche. Bon, après Carcasse, elle est pas trop inquiète parce qu'elle sait que les remparts sont suffisamment hauts pour bien faire galérer Charlemagne. L'empereur, à savoir Charlemagne, voyant qu'il va être compliqué de s'emparer de la cité, commence le siège. Dame Carcasse, c'est une dame qui en a sous les jupons. Elle décide de prendre la tête des chevaliers de son défunt mari pour mettre des bâtons dans les roues à Charlemagne. Dans les roues à Charlemagne ? De Charlemagne. À Charlemagne. Elle avait des roues aux pieds, il faisait du skate, Charlie. Au bout de plusieurs mois, l'armée impériale elle commence à en avoir un petit peu ras le popotin de faire le pied de grue en bas des remparts sous le soleil du midi, tout ça. Mais Charlemagne, lui, il en démord pas, il se dit que au bout d'un moment, ils vont plus avoir de vivres et ils devront bien se rendre. Et en effet, au bout d'un moment, il n'y a pas assez de vivres et les soldats commencent à lentement et sûrement mourir de faim. Sauf que Dame Carcasse, en mode warrior, elle décide de remplacer ces soldats trop affaiblis par des mannequins de paille et elle court de mannequin en mannequin pour décocher des flèches sur l'armée de Charlemagne. Et elle en rate pas une seule de flèche. Oui, en plus elle est douée. À partir de là, l'armée impériale elle commence à se dire que les soldats sarrasins ils sont quand même vachement résistants. Au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva, et après 6 ans, il n'y a plus aucun vivre dans la cité. Alors il n'y a plus rien dans le palais, ni chez les juifs, ni chez les musulmans, mais il reste quelque chose chez les catholiques. Il reste un cochon et une dose de blé. Dame Carcasse était sarrasine, ces musulmans étaient soldats. Le porc, c'était pas trop ça pour les nourrir. Dame Carcasse a donc l'idée ingénieuse de nourrir le cochon avec la dernière dose de blé et de le balancer elle-même par-dessus les remparts en criant à l'armée adverse « Eh les gars, je vous ai entendu vous plaindre que vous aviez faim, j'ai un petit peu pitié de vous, du coup voilà, mangez ce porc, bisous !» Ce sont ces mots exacts. À l'impact sur le sol, le cochon éclate pour révéler que son ventre était rempli de grains. L'armée impériale, en voyant ça, elle se dit que bon, ça fait 6 ans qu'elle poireaute devant la cité en crevant de faim, et visiblement à l'intérieur, s'ils en sont au point à jeter des cochons par-dessus les murailles, c'est qu'ils ont assez de vivres pour tenir encore un bon moment. Charlemagne, en voyant que ses soldats, ils sont pas contents, et pour éviter une mutinerie, il décide de lever le camp. Dame Carcasse, en voyant que l'armée se barre, elle se dit bah merde, ça a marché. Mais le truc c'est qu'ils vont commencer à manquer un petit peu les envahisseurs. Du coup, elle sonne les cloches pour dire qu'elle se rend. Tout ça, pour ça. Entendant les cloches, l'aide de camp de Charlemagne se tourne et lui dit « Dame Carcasse sonne! Dame Carcasse sonne !» Et bim, vous avez le nom de la cité. Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions de cette histoire. Dans certaines, Dame Carcasse ne se rend pas et sonne les cloches pour fêter la victoire de la ville sur Charlemagne. Et dans celle que l'on vous raconte, en fait, elle se rend parce qu'il y a une petite histoire d'amour avec le lieutenant de Charlemagne. Il existe donc plusieurs versions différentes au niveau de la fin, mais à chaque fois, Dame Carcasse sonne les cloches et c'est ce qui donne le nom à la cité. Dans la pierre juste derrière moi, vous pouvez voir une inscription Son Carcasse qui signifie Je suis Carcasse. En vérité, le nom remonte à beaucoup plus loin. Rappelez-vous les Volques-Tectosages. Mais si, les Gaulois. À cette époque, ils appelaient l'endroit Carcasso. Car qui veut dire gros rocher, et Casso qui vient de Cassis et qui signifie guerrier. Est-ce qu'on préfère Carcassonne de Dame Carcasse ou Gros Rocher Guerrier? Moi les deux, j'aime bien. On suppose que la légende remonte au XVIe siècle. La plus ancienne représentation de Dame Carcasse date à peu près de la même époque, et c'est un buste dont la reconstitution est maintenant placée devant la porte narbonnaise de la cité. Avant la reconstitution, c'était le vrai buste qui était placé là. Dans tous les cas, Dame Carcasse, elle est quand même super connue. Il faut savoir qu'à cette époque, même si le sarrasin est perçu comme un guerrier cruel, la sarrasine, et surtout si elle est veuve, elle a la classe. On peut dater la naissance du récit à peu près au XIIe siècle, du moins en forme orale. Il est possible qu'un troubadour de la cour de Roger II Trincavel et sa femme ait écrit un roman épique à la gloire de la dynastie des Trincavel. Roman épique qui aurait été créé pour donner un petit peu de gloire, de paillettes à la famille en fait. D'autres troubadours auraient repris l'histoire, qui aurait été ensuite reprise par d'autres troubadours, etc., etc. Ce qui expliquerait le rayonnement de l'histoire dans toute l'ère de la civilisation occitane. Et ça expliquerait aussi qu'elle est tenue aussi longtemps et qu'on la connaisse encore de nos jours. Autre fait intéressant, une version de cette légende a été découverte au 19e siècle en arabe, d'après un manuscrit datant de 1500.
78. Merci. On note que dans toutes les versions de la légende de Dame Carcasse, qu'elles soient d'origine européenne, française, etc., à chaque fois, Dame Carcasse donne le nom à la ville de Carcassonne. Il est également possible que cette histoire vienne d'une princesse musulmane qui aurait réellement existé et qui a ensuite été adaptée pour coller avec la dynastie des Trencavel. Pour ce qui est du stratagème utilisé par Dame Carcasse, on retrouve ce même type de tromperie dans des textes de la mythologie ou de vieux textes vieux. Ça c'est de la datation précise. Voilà. Petit conseil à vous, chers amis qui viendraient après avoir vu notre vidéo visiter Carcassonne, parce que vous viendrez forcément, ne venez pas en talons, parce que c'est de la boue, et c'est des pavés, et vous allez vous casser la gueule, Lorsque vous suivrez nos conseils et irez visiter Carcassonne, Parce qu'on espère vous avoir donné envie. n'oubliez pas de saluer Dame Carcasse à l'entrée. On espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager et on se retrouve très bientôt. pour une nouvelle histoire. J'ai bugué avec mes doigts, j'arrivais plus à faire des pouces.